Qu'est-ce que tu notes? Son âge, sa taille, son poste, et puis valoration, c'est quoi Valoration, c'est-à-dire comment je le jugeais. C'est-à-dire qu'on met des notes, des lettres A, B, C, D même, suivant le match qu'il fait. Il y a des critères qui vont vous être demandés par le coach, certains critères bien précis, et nous, en fonction de ces critères-là, on est obligé de trouver la pièce manquante au puzzle. Au moment où il s'échauffe, c'est pendant la mi-temps, tout le monde est en train de faire ce qu'il veut, il y en a, ils sont à la buvette. Moi, je regarde Cédric. Je regarde s'il regarde les étoiles, s'il regarde le banc de touche, s'il dit bonjour à la famille qui est dans la tribune, s'il est dans son match ou pas. Si ce jour-là, il a la tête dans les étoiles, ça veut dire qu'il le sera tout le temps, quoi. Eric, t'es staffé comment, toi, au niveau scout? Tu cherches pas un recruteur? Écoute, nous, on n'a pas beaucoup d'argent, malheureusement. On n'est pas dans les... La France, on peut trouver soit le bon défenseur central, chose qu'on n'a pas en Espagne. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, la charnière centrale de la sélection espagnole, c'est 2 Français. C'est Émeric Laporte et Romain Lenormand. Il y a eu quand même de très bons joueurs, ne serait-ce que Dimitar Berbatov, qui avait signé. Pas mal. Ouais, Berbatov, Luka Modric, entre autres. Mais j'ai jamais eu aussi froid que San Martín de San Juan pendant la Copa América. Et j'étais tout seul, je me disais, mais... qu'est-ce que je fais là, quoi. C'est le moment de passer donc à notre invité et à toi, donc Antonio. On va parler de ton quotidien. Pour commencer, tu as failli nous gâcher cette première petite séquence parce qu'on avait préparé une magnifique carte de France avec tout le périple que tu as fait depuis ton arrivée sur notre sol en milieu de semaine dernière. C'est parti, raconte-nous un petit peu tout ce que tu as vu, tout ce que tu as fait. J'ai été à Auxerre, effectivement. J'ai été à Auxerre voir Auxerre-Lille vendredi soir. Je suis parti à Reims voir Reims-Nice samedi. Je suis remonté sur Paris ensuite pour voir Paris contre Saint-Étienne. Derrière, en Coupe de France, il y a 3 contre Rennes. Et ensuite... Reims-Monaco, tu nous avais dit aussi, je crois. Non, c'est Reims-Monaco. Non, je ne l'ai pas fait. Ah, tu n'y es pas allé finalement? Non. J'ai fait 3 contre Rennes. Et puis ensuite, il y a le Red Star vendredi, puisque voilà, c'est un club que j'aime beaucoup. Ça sera vendredi soir contre Pau. Samedi... Je te conseille de regarder au milieu de terrain un petit jeune qui joue à Pau, s'appelle Ngom, qui a été formé à Niort. Tu m'en diras des nouvelles. Très bien, parfait. Effectivement, samedi, je vais donc à Lyon voir les Lyonnais contre le TFC et je finis à Saint-Étienne dimanche. Alors dimanche matin, je pense que je vais aller voir les U19 de Saint-Étienne qui jouent contre Nice également. Beaucoup de kilomètres, Rémi. T'as calculé, toi? Un petit peu plus de 1300 km en 9 jours. Ouais. Donc, voilà, pour te dire que c'est le rythme d'un recruteur, d'un scout est quand même très particulier et peut être très fatigant. Oui, mais bon, ça fait partie du job. On connaît les règles. Hein. Dès qu'on signe dans un club, on sait comment ça se passe. Donc à partir de là, je dirais que c'est normal. Aujourd'hui, tu bosses pour une agence qui s'appelle AC Talent. On va en parler dans un instant. Mais c'est quoi ton quotidien? Combien de stades tu visites par mois, par semaine? Combien de matchs auxquels tu assistes? Est-ce que c'est beaucoup de déplacements comme là tu l'as fait par exemple en France cette semaine? Ou est-ce que c'est aussi beaucoup de matchs regardés à la télé? C'est les deux. C'est des matchs sur ordinateur, sur Wisecout. C'est des matchs à la télé, bien entendu. Alors je peux regarder un match à la télé et ensuite le revoir sur Wisecout parce qu'il y a des choses que je voudrais voir. Ce qui est facile avec Wisecout, c'est qu'on peut arrêter, on peut avancer, on peut faire ce qu'on veut. Et je choisis également, c'est ce qui s'est passé cette semaine, je choisis également mes déplacements en fonction du nombre de matchs que je vais pouvoir voir. Je dirais que pour le recruteur, pour tout le monde, mais pour le recruteur, le temps, c'est de l'argent. Et donc, on doit optimiser au maximum nos déplacements. Au maximum. Et donc, moi, lorsque je viens en France voir des matchs ou que je vais ailleurs, que ce soit en Espagne, au Portugal ou dans d'autres pays, il faut que je vois le maximum de matchs. Mais toujours, c'est pas une question de quantité. Ça aussi, c'est quand même important. Je vais pas aller voir 10 matchs pour dire j'ai vu 10 matchs. Il faut que dans chaque match, j'ai quand même quelque chose à me mettre sous la dent. D'accord, il faut qu'il y ait quelque chose qui m'interpelle, que j'ai envie de revoir, que je veux voir peut-être pour une première fois. Et donc, je vais faire en sorte que je vois le maximum de matchs. Et alors justement, quand tu as préparé ce déplacement en France, tu as donc choisi les matchs qu'on a pu lister tout à l'heure. Qu'est-ce que tu avais ciblé? Qu'est-ce que tu avais déjà envie de voir? Sans pour autant nous... Je ne sais pas si tu peux nous donner des noms. Non, je ne pourrais pas te donner des noms, car une des qualités premières que doit avoir un recruteur, quel qu'il soit, c'est la discrétion. Donc, il y a des stades dans lesquels, je vais te donner un exemple, je vais demander des places, et puis il y a des stades où je vais payer ma place.
D'accord. Et tout simplement, pourquoi ? Parce qu'en règle générale, les services de communication du club, ils sont, des fois, on leur demande quel scout ou quelles personnes sont venus voir les matchs. Et des fois, on a des listes. Et il y a beaucoup de fois où ça m'est complètement indifférent de savoir que je suis là. Mais il y a des terrains, il y a des stades. Alors là, tu vois, je te donne un exemple. Si je vous ai donné la liste des stades où je vais, c'est que c'est pas grave, quoi. Si demain, on sait que j'ai été à Saint-Étienne, c'est pas du tout un problème. Mais c'est pas pour ça que je vois pas quelque chose, quoi, ou que je vais regarder quelque chose qui m'interpelle. Alors, tu voulais nous parler d'une formation que tu vas bientôt organiser. On va revenir évidemment sur toute ta carrière, mais ton actualité, c'est aussi une formation que tu mets en place. Et d'ailleurs, il y a une page Instagram qu'on va découvrir à l'instant à l'antenne. Voilà, c'est le moment de faire un petit point sur cette formation. Tout à fait. Donc, je vais mettre en place là dans les prochaines semaines une formation de recruteurs et également d'analyse vidéo avec des partenaires que j'ai qui sont très 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 calés. Et donc, je vais commencer. Voilà, je vais faire ça. Je vais expliquer aux gens, je vais leur donner tous les éléments nécessaires pour pouvoir intégrer une cellule de recrutement. Ça ne sera pas, bien entendu, un diplôme parce que juridiquement et légalement, on n'a pas le droit de le faire, mais ça sera une formation qui va leur donner tous les éléments possibles, exactement, tous les outils nécessaires pour pouvoir demain intégrer une cellule de recrutement. Donc j'invite les gens à suivre notre compte Instagram pour la formation, puisque au fur et à mesure que les semaines vont passer, on va divulguer des informations, on va expliquer comment ça va se passer, et je pense que ça va être quelque chose de très très intéressant. Bon, en tout cas, vous voyez donc la page formation analyse Scout Pro. Ouais, j'avais juste une question pour toi, Antonio, parce que tu parlais de la discrétion. T'as pas juste une question, j'espère. Non, j'en ai. Rassure-moi. J'ai beaucoup de feuilles. Non, il y avait. J'avais pu une fois assister à un match de jeunes dans le 94 et discuter avec un scout et lui demander des infos. Et il m'avait dit, c'est pas à moi que tu dois parler. Si tu veux parler à un scout, c'est lui là-bas. Et c'était un mec en doudoune orange. Et en fait, je dis, mais pourquoi lui ? Il me dit, regarde, il est en doudoune orange. Tout le monde va le voir, donc tout le monde va le repérer. C'est qu'il a envie de parler. J'avais trouvé ça intéressant parce que ça rejoignait ce que tu disais, c'est par rapport à la discrétion, par rapport au fait de se placer pas forcément là où on est attendu, mais là où on veut surtout voir le match. Est-ce que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, non ? Écoute, moi je vais souvent en région parisienne voir des matchs, je discute avec tout le monde parce que j'aime beaucoup échanger, mais j'essaie quand même aussi d'être le plus discret possible, quoi. Le fait est que si je vais voir un match et je parle avec tout le monde, hein. Je pense que tout le monde, on a le droit d'échanger et tout le monde est intéressant. Donc, ce que je ne peux pas faire, c'est aller voir un match et être en train de discuter pendant 45 minutes. Parce qu'en fin de compte, je ne suis pas en train de faire mon boulot. Donc, je peux discuter avant le match, je peux discuter à la mi-temps, mais pendant le match, j'essaie d'être dans un coin, ou même avec des amis, peu importe, mais j'essaie d'être focus sur ce que j'ai à faire, quoi. Et moi, j'estime que être recruteur, c'est un avant, pendant et après, et on est payé pour ça. Je dirais que c'est déjà fabuleux. Déjà, dans un premier temps, c'est fabuleux. Et je dirais qu'il faut qu'on soit focus sur notre travail. On ne peut pas être sur notre téléphone quand on est en train de voir un match. On ne peut pas être en train de discuter avec le voisin. Peut-être on peut échanger sur une action de jeu bien ponctuelle parce qu'il y a un arrêt de jeu. Mais bordel, si on est payé à voir un match, autant le faire correctement. C'est 1h30, c'est quand même pas la mort, non ? Antonio, est-ce qu'il te manque un stade que tu n'as pas fait en France ? En France ? Oh, peut-être, oui, je sais pas, certainement, mais c'est vrai que j'en ai fait beaucoup. Je sais pas, de mémoire comme ça, peut-être qu'il y en a un qui... Oui, je sais pas, et je sais pas. De première division, en tout cas, c'est sûr que non, de D2 non plus. National, non. Non, je sais pas. Mais il y en a, oui, il doit y en avoir, bien entendu. Tu sais que la voix du foot à la radio, Jeannot Rességuier, compte le nombre de matchs qu'il a commenté. Est-ce que toi, tu as compté le nombre de matchs auxquels tu as assisté ? Non, je compte pas le nombre de matchs, mais j'ai fait quelque chose. J'ai commencé à faire quelque chose. Je me souviens une fois que j'avais quitté Tottenham. C'était au niveau de la logistique. Je notais tous les voyages que je faisais et les matchs que je voyais. Mais uniquement parce que c'était anecdotique, c'est que lorsqu'on était à Tottenham, il y avait eu un petit souci avec un hôtel. Et donc, on me demandait si c'était moi qui avais été. Et il avait fallu que je fasse des recherches pour savoir si c'était moi qui avait été à cet hôtel-là, uniquement. Et donc, j'ai décidé à partir de là de noter tous les matchs que je voyais et tous les vols que je prenais. Et c'était
c'était assez folklore quand même. Hein. Ouais, j'imagine. Alors, est-ce que parmi tous ces voyages que tu as pu faire, est-ce que la vie de recruteur, est-ce que c'est toujours rose ou est-ce qu'il n'y a pas des moments un petit peu de solitude? Avant que tu nous répondes, on va te repasser un petit extrait de l'émission Footissime. C'était il y a quelques années sur RMC Sport. Écoute ce que nous racontait Luis Campos qui, avant d'être directeur sportif ou conseiller sportif du président El Khalifi, a été lui aussi recruteur. Je ne peux pas oublier les nuits que je dors beaucoup de fois dans les aéroports. Quand je mange seul un samedi à McDo, ça me donne beaucoup de travail, mais c'est un travail qui s'est fait avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'amour à la profession que je représente et que je fais aujourd'hui. Voilà, toi aussi, tu manges dans des fast-food, dans des aéroports. Toi aussi, il y a beaucoup de fantasmes autour du métier. Je ne changerai pas une virgule de ce que vient de dire Luis Campos. C'est exactement ça. Alors, c'est magnifique ce qu'on fait comme métier. Moi, je bosse avec ma passion, qui est le football. Ok, je vois beaucoup de matchs, je vais dans des stades, beaucoup de gens aimeraient y aller. Mais ça, c'est la partie de l'iceberg qu'on voit. La partie qui est non visible, c'est-à-dire celle qui est en dessous, des fois, elle est bien plus grande que celle qui est au-dessus. Et ce que disait donc M. Campos, c'est tout à fait ça. C'est des voyages très loin, c'est des moments de solitude. Alors c'est vrai que des fois, dans un stade, on rencontre d'autres scouts, et donc on dîne tous ensemble, on échange, on se marre. Mais je dirais que c'est occasionnel. Sinon, la plupart des fois, c'est des voyages seuls, c'est beaucoup de kilomètres, c'est beaucoup d'avions, c'est des stades où on est des fois mal placé. Il fait froid, ou il fait chaud, peu importe, mais je veux dire, il y a quand même certains moments de solitude. Hein. Ouais. Et puis après, t'en as un en tête, là, un petit moment de solitude, un moment un peu où tu étais en bad, où tu n'étais pas forcément... J'ai eu des moments de solitude, par exemple, pendant la Copa América, en Argentine, où j'ai eu très, très, très froid. C'est le stade, je me souviens encore, à San Martín, où j'ai eu le plus froid de ma vie sur un terrain. Et pourtant, Dieu sait si j'ai été en Norvège, Dieu sait, j'ai été à Reykjavik voir des matchs, c'est-à-dire j'ai quand même été dans des endroits où il fait relativement froid, mais j'ai jamais eu aussi froid que San Martín de San Juan pendant la Copa América. Et j'étais tout seul, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. C'est incroyable, quoi. Si tu avais un conseil à donner peut-être aux futurs scouts, aux recruteurs qui se disent que ce métier est passionnant, ce serait quoi? Parce qu'il y a ta formation, évidemment, avec laquelle tu vas pouvoir les aider, en tout cas les outils que tu vas leur donner, mais c'est quoi le premier conseil que tu as envie de donner à un jeune scout? Non, déjà, c'est il y a des étapes. Il ne faut pas croire qu'on va être demain recruteur du Bayern de Munich. Okay, je dirais qu'il faut y aller progressivement. Il faut aller progressivement, c'est s'intéresser à tout. Lorsqu'on est dans un stade, c'est parler avec le maximum de personnes, essayer d'avoir le maximum d'infos, essayer d'être, je dirais, entre guillemets, vivant tout en étant, je dirais, discret, et non pas en essayant de se projeter en avant ou d'être tout de suite celui qui va se faire remarquer. Notre boulot, c'est super important d'être discret, quoi. Donc, ce que je dirais aux jeunes aujourd'hui, ceux qui débutent, ceux qui veulent être dans cette partie-là d'un club, dans la cellule de recrutement, c'est d'essayer de remarquer le maximum de choses lorsqu'ils vont dans un stade sans se faire eux-mêmes remarquer. C'est intéressant. On fait le rapport, non? Peut-être d'abord Axel Benchina, parce que tu me parles dans l'oreillette, mais avant de parler de toute la carrière d'Antonio, on peut peut-être d'abord commencer par voir comment on travaille en tant que recruteur, comment on établit un rapport, peut-être, après on détaillera toute ta carrière, le fait qu'aujourd'hui tu travailles pour une agence de joueurs, que tu as travaillé aussi pour d'autres clubs, mais d'abord comment on établit un rapport quand tu arrives dans un stade, quel outil tu utilises et comment tu fais les choses. On a ressorti, je crois, un rapport avec Alexander Isaac, c'est ça? Non? Non, mais j'ai fait... Non, West Ham Liverpool. Voilà, West Ham Liverpool que j'ai laissé à Axel pour qu'il puisse le montrer. Bon, voilà, ça c'était il y a très 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 longtemps, puisque vous voyez la date, c'était en 2014. Donc, suivant le club dans lequel on travaille et suivant le match qu'on va voir, eh bien, dans un premier temps, ça c'est lorsqu'on remet ça sur papier, parce qu'il faut pas oublier une chose. Hein, c'est ce que je voulais vous dire par rapport au travail du scout. Il y a bien entendu ce qui va se passer sur le terrain et ce qu'on est amené à voir, mais derrière, il y a un autre travail qui commence, puisqu'il va falloir donc transposer sur la base de données ce qu'on a été voir. D'accord? Et c'est ça, c'est ce qu'on est en train de voir à l'écran actuellement, c'est-à-dire c'est un rapport,
rapport qu'on fait. Et moi, par exemple, sur ces matchs-là, parce que j'allais voir énormément les matchs de réserve qui avaient lieu en Angleterre, et qui ont toujours lieu, bien entendu. Et donc, je regardais énormément ces matchs-là, et je faisais des rapports dans lesquels je mettais 1 à 2 lignes sur chaque joueur, pour avoir une idée, je dirais non pas bien précise, mais au moins une idée sur le joueur à chaque fois. Donc ça, bien entendu, ça a évolué complètement. Aujourd'hui, ces bases de données, elles sont beaucoup plus ludiques, je dirais, différentes. Mais voilà. Donc là, ce qu'on peut voir, là, Antonio, c'est par exemple Cameron Brannagan, le numéro 8, donc des moins de 21 de Liverpool. Voilà. Qu'est-ce que tu notes? Son âge, sa taille, son poste, et puis valoration, c'est quoi Valoration, c'est-à-dire comment je le jugeais. C'est-à-dire qu'on met des notes, des lettres A, B, C, D même, suivant le match qu'il fait. Alors ça ne veut pas dire que le joueur, lorsqu'on met C, par exemple, dans ce match-là, ça y est, il faut l'oublier. Pas du tout. Au même titre que si demain on met A, il faut l'oublier. Non. Ce qui veut dire, c'est que ensuite, on va faire une sorte de suivi. Donc là, vous voyez, par exemple, le 7, Ojo, qui a ensuite été un peu plus performant peut-être que les autres et qui a joué à d'autres niveaux. Et ben voilà, en bas, le résumé que je mets, c'est très bon joueur à suivre. Parce que dans ce match-là, il m'avait interpellé. Ça ne veut pas dire que derrière, je vais le suivre comme un dingue, mais je vais quand même le garder sous le coude. Ryan Kent aussi, qui a fait une petite carrière après derrière, hein. Oui, mais il y en a d'autres, parce que je pense que j'ai regardé hier, je l'ai survolé un petit peu, et puis il y a des joueurs qui ont bien entendu, à l'époque, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ces joueurs-là sont déjà à Liverpool et à West Ham. Donc ce sont des joueurs qui ont un certain niveau déjà, donc il n'est pas étranger de les revoir un peu plus tard jouant à un très bon niveau. Combien de temps ça te prend pour établir un rapport comme celui-ci ? Ça prend du temps. Ça prend du temps parce que dans un premier temps, il faut transcrire déjà tout sur un cahier lorsqu'on est sur place, et puis ensuite il faut relire, ce qui des fois est difficile. Il faut relire ce qu'on a noté. Ça, il faut compter entre le début à la fin 1 heure et quart. Donc toi, en fait, au stade, c'est papier et crayon pour toi. Tout à fait. Et ensuite, c'est sur ordinateur que tu remets tout. Alors aujourd'hui, il y a des clubs sur lesquels on voit des scouts qui ont des iPads, ils font ça avec leurs doigts, tac, tic, tac, 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 tac. Donc ça a évolué, bien entendu. Mais pour moi, je persiste à dire qu'il y a une certaine discrétion à avoir, d'accord ? Et donc il faut faire attention. Vous avez toujours dans le stade soit des collègues qui sont à côté de vous, soit le gars de derrière qui regarde par-dessus votre épaule ce que vous êtes en train de faire. Donc si vous avez un iPad avec des flèches ou quoi que ce soit, ça se voit beaucoup plus facilement que si c'est avec un stylo et un papier, quoi. Mais bon, ça n'empêche qu'il y a des gens qui continuent à le faire, enfin qui commencent à le faire avec l'iPad, parce qu'après derrière, ce qu'on peut faire, c'est des abréviations. C'est-à-dire que lorsqu'on va parler de vitesse, on met un V pour signifier la vitesse. Si on met une flèche vers le haut, ça veut dire qu'il est très rapide, et ainsi de suite, quoi. Mais bon, après, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut le retranscrire sur la base de données. Alors ça, c'était donc à l'époque où tu travaillais à Villarreal. Tu nous as également confié ce document. C'est un rapport sur un joueur actuel dont on a enlevé la photo et le nom, évidemment. Mais c'était juste pour que tu nous montres un petit peu comment tu travailles aujourd'hui. C'est ce que je fais aujourd'hui. Voilà, ça c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je dispose le joueur sur un terrain. Vous le voyez en haut à gauche, quel est son poste. Et ensuite, je fais une description globale du joueur. Donc dans ces descriptions globales, ce que je fais également à droite, c'est que je mets ses points forts et ses points faibles, entre guillemets, puisque bon, on ne peut pas non plus être là à juger, je dirais, tranchant sur le joueur, mais peut-être les points à améliorer, tout simplement. Mais dans un premier temps, ce que je fais sur la gauche, et c'est ça le plus important, c'est que je mets le profil du joueur tel que je le vois. Ensuite, là-haut, on meuble avec des stats qui sont actualisés, et puis avec des chiffres également qu'on a à travers Transfermarkt ou KPMG ou autre. Et de manière, on va dire, globale, pour toi, il te faut combien de temps pour te faire un avis sur un joueur ? Combien de matchs à peu près ? Comment ça, en réalité, on ne peut pas aujourd'hui dire, enfin moi je pense que mes collègues, ils vous diront la même chose que moi, qu'on peut mettre une tranche de match concernant... c'est complètement aléatoire suivant le joueur. Il y a des joueurs qui vont vous interpeller au bout de 2-3 matchs parce qu'ils vont être, pendant les 2-3 matchs, ça va être explosif et vous allez vous rendre compte que finalement c'est quand même super intéressant. Et puis il y en a d'autres, il va falloir les revoir dans différents contextes. Moi, j'avais pour habitude, et je continue à le faire, d'aller voir le joueur à l'extérieur, à domicile, contre un gros adversaire, contre un adversaire beaucoup plus faible. Et après, suivant le poste du joueur, je vais également adapter les matchs.
Il est sûr que lorsque vous êtes un défenseur central, eh bien, c'est pas la même chose de couvrir, je sais pas, je vais vous dire Vlahovic, l'italien, et De la Juve. de la Juve, et peut-être de faire la même chose avec un joueur de Ligue 1 d'une équipe de milieu de tableau. Donc il va falloir, après il faut le voir dans une ambiance tranquille, une ambiance hostile. Je dirais que j'ai essayé de le voir dans toutes les configurations possibles. Celui qui t'a demandé le moins de revisionnage? Oh là. On a tendance des fois dans notre boulot, enfin moi en ce qui me concerne, ce que je vais parler pour moi, de douter, d'avoir un doute à un moment donné, même si on est sûr de nous, quoi. Et donc, je dirais qu'il n'y a pas eu de facilité. On a toujours été amené à revoir le joueur. Mais je me souviens par exemple de Yuri Bertice, que j'ai recruté à Tottenham avec Damien Comolli à l'époque. Eh bien, on l'a récupéré. C'était un jeune joueur et moi, j'avais pas trop de doutes sur Yuri, quoi. Il avait 17 ans à l'époque, c'est ça, où tu le ramènes chez les Spurs? Voilà, c'est ça. Il était à Athletic Bilbao et on l'emmène à Tottenham, à Londres. Et j'avais pas de doute sur les qualités du joueur, quoi. Le seul doute qu'on pouvait être amené à avoir à ce moment-là, c'était sur l'adaptation au niveau de la culture, de la langue et du football anglais. Mais Et de la météo aussi, du coup. ouais, non, mais lui, il habite à Bilbao. Je dirais que Le Pays Basque espagnol, c'est pas non plus la partie où il fait le plus chaud, évidemment. Petite surprise pour toi, Antonio Salamanca. Regarde ce qu'on t'a préparé, cette petite vidéo. Hola Antonio, ¿cómo estás amigo? ¿Todo bien? Pues una pregunta para ti. J'aurais aimé savoir quelle est ta méthodologie de travail et comment tu procèdes. Quels sont tes critères de sélection lors du recrutement d'un joueur? Et j'espère que tout va bien pour toi. Et dernière question aussi, ça c'est plus personnel. À quand notre prochaine paella? Allez, porte-toi bien Antonio et à très bientôt. Ciao, ciao. Bacagol. Cédric Bakambu, l'attaquant du Betis. Raconte-nous déjà, avant de répondre à ces questions, la relation qui est la tienne avec Cédric. bon, Cédric, c'est un super joueur, mais c'est un super mec. Cédric, bon, je le suivais lorsqu'il était en France. Et j'ai une anecdote avec Cédric, c'est que je viens voir le dernier match qui est décisif pour Sochaux et pour Évian. Donc c'était en 2014, je crois, si mes souvenirs sont bons. C'est en 2014, donc malheur aux perdants, Hervé Renard et Pascal Dubras. C'est ça. Et lui, il rentre à la mi-temps, si j'ai bonne mémoire, il rentre à la mi-temps, je crois, à la place de Sanjin Persic. Et donc, il rentre à la 46e minute. Moi, je viens le voir parce que je pense que c'est un joueur qui est intéressant. Et puis parce que, bon, je me dis, si jamais Sochaux. Et il sort à la 71e minute. Il reste 25 minutes sur le terrain. Waouh. Ouais, c'était costaud, mais c'est Hervé Renard qui prend la décision de le sortir alors qu'il venait de le faire rentrer. Waouh, moi j'ai été un peu scotché. Je me souviens très bien, parce que j'avais vu ce match avec François Brisson, qui était à l'époque à l'OM, que je salue au passage. Je l'avais vu avec lui et j'avais été scotché, quoi. Donc derrière, Cédric part en Turquie. Là également, j'avais été énormément surpris de voir qu'aucun club français avait essayé d'enrôler le joueur. Alors je ne sais pas s'ils l'ont tenté ou pas, peu importe, mais le fait est que je le retrouve en Turquie, quoi. Donc en Turquie, je le suis, et lorsque nous avons une réunion de travail avec le club et qui nous demande un profil qui correspond à celui de Cédric, eh bien, tout de suite, j'ai dit, ça c'est une possibilité. Et j'insiste énormément auprès de Cédric au téléphone. Je me souviens d'avoir été, c'était l'été, et j'étais un sacré emmerdeur, excusez-moi du terme, au téléphone avec lui, à lui dire, il faut que tu viennes à Villarreal, tu sais pas ce que c'est, tu vas voir quand tu vas venir ici, c'est une tranquillité, tu vas pouvoir t'épanouir, et au final, on arrive quand même à le ramener. Et alors, il nous donne une plus-value sportive énorme, puisque ça a été une plus-value sportive énorme, et une plus-value économique derrière, puisque quand même le joueur nous a coûté quand même un certain montant lorsqu'on l'a ramené de Bursa, mais derrière on a quand même fait une très bonne plus-value, quoi. Et maintenant, on va répondre à la question qu'il te posait. Du coup, c'est quoi tes critères? Eh bien, ça va dépendre de ce que nous demande le coach, parce qu'en fin de compte, il faut pas oublier que c'est un travail d'équipe. Okay, donc on a le directeur sportif ou le responsable de la cellule de recrutement avec qui on fait les premières réunions et avec le coach. Et donc il y a des critères qui vont nous être demandés par le coach, certains critères bien précis. Et nous, en fonction de ces critères-là, on est obligé de trouver la pièce manquante au puzzle.
ok. Donc, on va regarder si par exemple, il y a 4 critères sur lesquels le coach, il lâche pas l'affaire. Il faut que le joueur, il ait ces 4 critères-là. Donc, ça va dépendre du joueur en premier lieu. Mais moi, en ce qui me concerne mon travail, je regarde l'aspect sportif, bien entendu, mais je regarde tout ce qui va autour. C'est-à-dire que lorsque Cédric, lorsque je vais à Sochaux, ce jour-là, il est remplaçant, il s'échauffe à un moment donné avant de rentrer. Et donc, au moment où il s'échauffe, pendant la mi-temps, tout le monde est en train de faire ce qu'il veut, il y en a, ils sont à la buvette. Moi, je regarde Cédric. Je regarde s'il regarde les étoiles, s'il regarde le banc de touche, s'il dit bonjour à la famille qui est dans la tribune, s'il est dans son match ou pas. C'est un match décisif, c'est-à-dire c'est un match malheur au perdant, quoi. Donc il faut que je scrute tous les faits et gestes du joueur pendant ce moment-là, parce que c'est un match. Si ce jour-là, il est la tête dans les étoiles, ça veut dire qu'il le sera tout le temps, quoi. Donc ça, c'est un exemple, quoi. Ça n'aurait pas été son cas, hein, même si le coach il le sort derrière. L'échauffement, c'est d'ailleurs une partie importante également du travail d'un scout. Bien sûr. L'échauffement, tout, je dirais, le body language est très important. C'est des choses sur lesquelles peut-être au début, lorsqu'on a commencé à bosser là-dedans, on faisait peut-être pas trop attention, mais au final, on se rend compte que ce sont des choses très très importantes. Quand je t'avais appelé, juste excuse-moi Rémi, quand on s'était parlé avant l'émission, tu m'avais parlé d'une anecdote concernant N'Golo Kanté et Thomas Lemar. Je crois que ça avait un lien avec les rapports que tu pouvais faire à l'époque sur les joueurs. Non, mais en fait, moi, je suivais énormément Caen et j'aime beaucoup Caen. Je ne sais pas pourquoi, ça a toujours été un club qui m'a toujours attiré. Donc, j'allais énormément à Caen et je voyais N'Golo. Et en fait, j'ai pas été voir Caen dans le but de voir N'Golo plus qu'un autre. J'y allais de façon globale et moi, j'avais toujours un petit pincement pour Thomas Lemar. C'était un joueur qui, pour moi, était différentiel, quoi. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il est fort, celui-là. Qu'est-ce qu'il est vraiment intéressant. Et en plus, j'ai toujours pensé, et je le continue à le croire, qu'il avait un football adapté au football espagnol, quoi. Ça veut dire que tu venais voir, comme beaucoup, Kanté, ouais, mais que Thomas Lemar t'avait... Non, j'allais pas voir Kanté, j'allais voir, parce que tout le monde me parlait de Caen, et donc j'allais voir. Mais c'est vrai qu'on ne voyait pas uniquement Kanté. C'est ça que je veux dire. On ne voyait pas uniquement Kanté. C'était un ensemble, quoi. Ouais, je voulais te demander aussi, quand tu es dans un stade, tu arrives combien de temps à l'avance? Parce que si tu veux voir l'échauffement, il faut que tu sois là quand même assez tôt. Mais est-ce que ça part même de la reconnaissance terrain? Parce que des fois, on voit les joueurs, ça te donne une indication. Et combien de temps après tu repars après le match? En fait, je vais te dire, Rémi, c'est pas difficile. Suivant où je vais, si je vais dans un stade où c'est la première fois ou la deuxième fois où j'y vais avec pas mal de temps en avance, en amont. Pourquoi? Parce que je veux trouver ma place, je veux savoir où je suis situé. Je veux être sûr que je ne vais pas arriver à la dernière minute et être comme un idiot. Ouais, je vais où? Où est-ce que je suis assis? Attends, non, mais c'est l'autre côté. Ah mince. Et puis au final, tu t'assois quand le match il a débuté. Et moi, ça, j'ai horreur de ça. Moi, je préfère être un peu l'idiot du village, être déjà assis alors que le match il commence dans un quart d'heure, plutôt que d'être là à chercher ma place partout et de ne pas pouvoir commencer mon boulot correctement. Après, il ne faut pas oublier de choses, hein. Lorsqu'on va dans les stades, il faut écrire la feuille de match, il faut la retranscrire sur ton carnet, si on va prendre des notes, et donc savoir, et ça te prend 10 bonnes minutes, un quart d'heure. Donc je vais toujours avec un petit peu de temps à l'avance. Alors aujourd'hui, donc Antonio, tu travailles pour AC Talent, voilà. C'est comme ça qu'on dit, c'est une entreprise espagnole qui possède donc un portefeuille de joueurs, c'est ça? Tu es scout pour une... Voilà, moi ce que je fais aujourd'hui, c'est je regarde, je continue, je vous ai dit, hein, mon parcours de ces jours-ci, je continue à voir des matchs pour eux et je regarde les joueurs qui me semblent intéressants. Donc dans ce cas-là, de ce cas de figure, par exemple, on est basé en Espagne. Donc automatiquement, on va essayer de regarder des joueurs qu'on va être susceptibles de pouvoir voir jouer en Espagne. Ok ? Donc, lorsque je vois un joueur qui m'interpelle, qui me plaît et qui, pour moi, à mon sens, a un football qui donc irait parfaitement bien avec le football espagnol, comme Thomas Lemar, tu disais, par exemple, eh bien, je me mets en contact avec son agent de façon à pouvoir voir si cet agent travaille déjà avec une boîte espagnole, une structure espagnole comme partenaire. Si c'est le cas, bon bah tant pis. Mais si c'est pas le cas, eh bien on essaye de voir si on peut allier nos forces pour que ce joueur qui est aujourd'hui en France puisse aller sur le marché espagnol. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Pour moi, ça c'est mon avis, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat pour signer des joueurs.
on en trouve pour toutes les bourses. Ou tu veux un joueur cher, pas de problème, on l'a. Tu veux un joueur moyen, pas de problème, on a. Tu veux un joueur qui va pas coûter trop cher, mais qui est performant, on a également. Donc c'est un championnat qu'il faut énormément suivre. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est pas Antonio Salamanca, c'est tout le monde vient se servir en France, quoi. Antonio, on va continuer à parler de ton métier et donc de la façon de travailler pour AC Talent, mais on a un autre invité qui est avec nous, qui nous fait l'amitié d'être en direct dans RMC Mercato. C'est un ami de RMC. Bonjour Eric. Oh. Bonjour les amis. Comment tu vas? Comment ça va? Salut Eric. Ça va plutôt bien. Félicitations pour la qualification en Coupe de France hier soir. C'est ça. Ça va plutôt bien. Le lendemain de victoire, c'est toujours une bonne journée. Le lendemain d'une qualification notamment. Bon, Antonio n'a pas prévu de faire le Stade Brestois parmi son petit tour de France là, ces derniers jours. Qu'est-ce qui se passe? Je vais le voir. Je vais le voir. J'ai été le voir il n'y a pas très longtemps. Et puis je le suis. Et il ne sait pas où il y a les bons joueurs, c'est ça le problème. Hein, ça, c'est vrai, ça aussi. Non, j'ai été le voir il n'y a pas très longtemps. Et puis je lui ai dit, mais j'en profite pour le redire. Je lui tire mon chapeau pour tout son travail au Stade Brestois. Son parcours en Europe, c'est juste fabuleux, quoi. Ça fait rêver tout le monde, donc c'est super, super. Juste pour raconter, en fait, vous avez fait connaissance un petit peu grâce à RMC sur les soirées de Coupe d'Europe à l'époque où on était le diffuseur de l'Europa League. Et d'ailleurs, regardez les photos qu'on a ressorties, les photos de l'époque. Et on a des anecdotes. Vous passiez tellement de temps à discuter ensemble à la cafette que vous aviez failli rater la reprise de l'antenne quand même. C'est vrai que ça nous est arrivé une fois. Exactement, bah voilà, ça faisait partie du jour là où peut-être on a mangé un morceau ensemble et là-haut comme on faisait et puis on s'est un petit peu endormi sur la musique, on a continué à regarder le match à la télé. Ah non, moi j'en ai une autre. C'est-à-dire que je me souviens c'était pendant le match, mais vous aviez parlé foot tous les deux et vous continuez à parler foot et c'est Erwan Lemoine, rédacteur en chef de la Ligue des Champions à l'époque qui est venu vous chercher pour dire parce qu'on était au 3e étage, la régie, le plateau était au premier et il fallait vite descendre pour se remaquiller et se remettre d'aplomb pour l'émission. Bon, on refuse jamais un il faut dire que les soirées d'Europa League étaient longues. Hein. C'est vrai aussi. 18h à 1h du matin. Il fallait décrypter et en tous les cas parler de tous les matchs. Je ne sais pas combien il y a de matchs. On terminait à pas d'heure. C'est vrai. De quoi vous discutiez alors à l'époque? De foot, toujours de foot. De quoi on parle, franchement. De foot. On parlait de foot, de foot. Et en plus, on avait toujours un écran devant et donc des fois même on faisait des commentaires sur ce qu'on était en train de voir. Eric, je peux savoir ce qui te plaît dans tes discussions de foot avec Antonio? Non, mais de toute façon, Antonio déjà c'est un mec super affable. Donc c'est vrai qu'on s'est rencontrés grâce à RMC, vous avez raison de le dire. Et c'est vrai que ça a matché tout de suite parce que c'est un mec top, quoi. Donc voilà, après quand on peut échanger sur le foot, moi ça a toujours été ma passion, lui c'est sa passion également. Donc après c'est assez facile de trouver des choses à se raconter. Donc voilà, et puis ça m'intéresse moi après donc par rapport à mon parcours, le fait d'avoir travaillé comme directeur sportif, même comme entraîneur avant de venir à Brest. Ça m'intéresse toujours de comprendre un petit peu les méthodes de travail, justement des scouts, des recruteurs. Alors lui, il l'a fait dans de nombreux clubs et des grands clubs en plus. Donc c'est toujours intéressant et ça permet toujours un peu de confronter un peu ses idées, sa manière de travailler. Donc tout ça, voilà, ça a été ces discussions qu'on pouvait avoir avec Antonio Salamanca. Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Eric, il a joué en Espagne. Hein. Ah oui. Et ouais, donc comme il a joué au Rayo Vallecano, et on en discutait de temps en temps, quoi. Eric, t'es staffé comment toi au niveau scout? Tu cherches pas un recruteur? Écoute, nous on n'a pas beaucoup d'argent malheureusement, on n'est pas dans les moyens d'Antonio, donc bon tu vois, non, bon, on cherche surtout des joueurs parce qu'on a pas mal de blessés, plus qu'un recruteur. Est-ce que tu as un arrière-gauche à proposer à Eric, Antonio? Parce qu'en ce moment, je crois que c'est un peu la pénurie dans l'effectif d'Eric. Bradley Loco est blessé. Tu as également Aïdara qui est blessé, c'est ça? C'est ça. Amavi. Et Jordan Amavi aussi, ouais. Non, mais bon, Greg Lawanzi fait très très bien son boulot. Super bien même, Greg. Et donc, je pense que Greg, il doit avoir quelque chose là sous
sous le coude pour satisfaire Eric et tous les supporters brestois pour les jours à venir. Donc il n'y a aucun souci. Exactement. Ils sont très très bien entourés. Il n'y a aucun problème. Et Antonio, tu parlais évidemment des qualités d'Eric. Tu peux nous dire justement, toi, quelle qualité tu trouves chez Eric? Bon, il y avait le joueur aussi, mais maintenant, il y a l'entraîneur depuis longtemps. Mais voilà, de son travail, ce qu'il fait à Brest, ce que tu en penses, ce que tu aimerais mettre en lumière? Eric, il arrive à transmettre les choses super bien. C'est-à-dire que lorsqu'il parle, Eric, on l'écoute. On l'écoute. Déjà parce qu'il a une carrière de footballeur qui parle pour lui déjà. Et puis ensuite, parce que derrière, il a fait un travail, même je dirais lorsqu'il était chez RMC ou ailleurs, à Lens, où que ce soit, eh bien, ça nous donne envie de l'écouter. Et automatiquement ça nous drive quelque part, ça nous drive. Et moi, chaque fois que je parlais de foot avec lui, j'écoutais, mais j'étais vraiment attentif parce que c'est toujours intéressant. Alors je dis pas ça parce qu'aujourd'hui il est en face de moi ou quoi que ce soit, mais c'est une réalité. Et je suis pas surpris de tout ce qui se passe aujourd'hui à Brest parce que je pense qu'il est arrivé au moment où il fallait à Brest et ça a été la personne idéale à ce moment-là. Comme tout à l'heure on parlait d'un puzzle, je pense que Eric il est arrivé justement et c'était la pièce qui manquait au puzzle, quoi. Et il y a un truc qui s'achète pas aussi, c'est le charisme, n'est-ce pas, Eric? Ça, c'est quelque chose aussi. Je vais vous laisser en parler, moi, je vais rester très discret là-dessus. Non, ce qui est sûr, c'est que l'essentiel, c'est qu'effectivement, mes joueurs, ce que je peux transmettre, en tous les cas, ça leur parle à eux déjà. À partir de là, et de créer du lien avec eux, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. Je dis souvent qu'on doit être des faiseurs de confiance, nous, les staffs, les entraîneurs. Et c'est vrai que quelque part, voilà, c'est notre rôle de mettre le joueur dans les meilleures conditions et qu'il puisse après s'exprimer. Et si tout le monde est gagnant. Exact. Eric, on est dans RMC Mercato. Avant de te remercier, t'as pas une petite info transfert à nous donner? Vous avez signé un joueur? Bon, on n'a signé personne, mais je pense que incessamment sous peu, on va peut-être avoir quand même un latéral gauche qui va arriver. Donc, vous le saurez assez rapidement, je pense. Un nom? Une nationalité? Non. Justement, pas de nom. Mais bon, ça sera surprenant quand même. Vous verrez comme toujours avec le Stade Brestois. Bon, super. En tout cas, bravo. Et on te suit évidemment la semaine prochaine. Je crois qu'il y a un Brest-Real Madrid. C'est pas mal, ça quand même. Ça sonne, bon ça claque, hein? D'accord, ok. Je suis pas au courant là. Je suis au match de Rennes, donc je sais pas. Après, je vais regarder le calendrier parce que je me rappelle plus trop. Juste Eric, dernière question. T'as reçu combien de messages pour avoir des places pour Brest, Real Madrid, tout ça là? Parce qu'à mon avis, ton téléphone il doit chauffer. En fait, assez peu parce que les gens ils savent que c'est impossible. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, voilà, il y a trop de demandes par rapport à la capacité du stade. Et puis en plus, comme l'UEFA. Ça, il faut le savoir aussi, les gens ne le savent pas assez, que l'UEFA te prend déjà une bonne partie, au moins 10% de la capacité. Donc c'est vrai que déjà, ça reste limité après. Tu es content de rester à Roudourou pour la suite de la compétition? On a parlé beaucoup du Stade de France. En fait, moi, j'avais pas de... Comme je ne me suis pas du tout occupé du dossier, que je connaissais pas les tenants et les aboutissants, parce qu'il y a beaucoup plus de problématiques à gérer que de juste de dire tiens, on aimerait jouer là. Moi, de fait de rester au Roudourou, ça me va aussi parce que d'abord c'est la décision du club, donc ça me va à partir de là. Et après aussi parce que je pense qu'on s'est bien apprivoisé l'environnement, le contexte aussi là-bas, que les joueurs se sentent bien dans ce stade. Donc voilà. Donc c'est vrai que à partir de là, je pense que et le staff et les joueurs sont satisfaits de ce choix. Merci Eric, on se régale en regardant le Stade Brestois et tu nous régales, donc continuez comme ça, bravo. Bonne chance pour Merci, la suite, les amis. Eric. Merci Eric. À bientôt. Et Ciao, tu es le ciao, bienvenu Antonio. dans l'émission, À bientôt. j'en profite, l'invitation est lancée, hein. Le siège est libre à côté d'Antonio, tu es le bienvenu pour nous raconter ça ta va, vie ok. d'entraîneur, de manager, d'ancien directeur sportif. Eh ben, écoutez, quand le calendrier sera un peu moins chargé, on en discutera. Merci Eric, à très vite. À bientôt, Eric. Merci, bye bye. Ciao. Ciao. Bye bye. Voilà Eric Roy, donc, avec qui vous avez passé de nombreuses soirées. On était donc sur ton agence AC Talents. Alors, il y a une question très intéressante de Roinou29 sur le chat. Tu travailles donc pour une agence. Du coup, les joueurs scoutés, ce sont des joueurs de l'agence ou des joueurs que l'agence aimerait avoir sous contrat? Non, comme j'ai expliqué, je regarde énormément, puisque c'est un des championnats que je préfère, c'est la Ligue 1. Je regarde énormément en Ligue 1 et je regarde les profils des joueurs qui seraient susceptibles de pouvoir aller en Espagne.
D'accord ? Lorsque je vois un joueur qui m'interpelle, ça peut être des joueurs confirmés, je vais tout de suite me mettre en contact avec enfin, je vais regarder d'abord, excusez-moi, qui est l'agent du joueur. Et la plupart des fois, je connais l'agent. Et donc, leur expliquer qu'on a une capacité à pouvoir lui donner un coup de main sur l'Espagne pour son joueur. Alors, il se peut qu'il ait déjà un partenariat avec une autre agence espagnole, donc là, on oublie. Mais s'il n'a pas de partenariat, eh bien, on fait un partenariat pour que ensuite mes boss, puisque c'est mes boss qui vont faire ensuite le travail, de pouvoir le ramener en Espagne. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, hein. Moi, je suis scout. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout habilité à parler avec les clubs, je ne suis pas du tout habilité à discuter financièrement quoi que ce soit. Ça, c'est une autre personne, c'est-à-dire c'est mon boss qui fait ça et qui gère ça de main de maître. Moi, la seule chose où je suis, je dirais, écouté, c'est sur la qualité du joueur et sur les prestations du joueur. Et le premier joueur que tu as donc proposé à cette agence, à cet talent à l'époque, c'est un certain Jules Koundé. Est-ce que tu peux nous raconter ? Oui, en fait, c'est parce que j'ai une excellente relation avec Jonathan Kébé, il y a également Jérémy Ramalinghen qui travaille avec Jonathan. Et moi, j'ai connu Jonathan lorsque j'étais recruteur. Son agent, Jonathan Kébé. Oui, voilà, pardon, excusez-moi. Ce qui est évident pour moi ne l'est pas pour tout le monde, pardon. Donc, Jules, je le suivais lorsqu'il était, bien entendu, à Bordeaux, au même titre que je suivais avec Jonathan Soumaoro, qui était à Lille, au même titre qu'il y en avait d'autres. Il y avait Zaidou aussi qui était avec Jonathan. Et lorsque j'ai discuté avec mon boss et puis qu'on a commencé à discuter sur une possibilité de ramener des joueurs français, je lui dis, moi je connais Jonathan Kébé qui a Jules Koundé et on va pouvoir peut-être voir. Et donc on a allié notre travail, Jonathan d'un côté, nous d'une autre, pour faire le maximum pour ramener donc Jules Koundé en Espagne, et c'est comme ça que ça s'est fait. Avec Séville, donc du coup à l'époque. À l'époque c'était Séville, ouais. Donc on a collaboré, on a fait, et puis on continue à se parler, à faire le job. Et si demain il y a un autre agent qui a la même configuration, c'est-à-dire un joueur qui m'interpelle, qui me plaît, qui me semble intéressant, eh bien on fera exactement le même boulot, quoi. Tu disais que donc, toi, tu avais l'œil pour repérer les joueurs, notamment dans ta nouvelle fonction, pour faire signer des joueurs en Espagne parce qu'ils collent au championnat espagnol. C'est quoi les qualités justement pour un joueur de foot pour jouer dans le championnat espagnol ? En fait, ce qu'il faut, c'est regarder une chose. Aujourd'hui, en Espagne, lorsqu'on regarde le football espagnol, on se rend compte que c'est un football où techniquement, ça joue bien, ça aime le contact du ballon. Donc, mais il y a certains profils de joueurs qu'on n'a pas. D'accord ? C'est-à-dire que le petit joueur, comme on a certainement eu plusieurs fois, vous avez vu plusieurs fois en équipe d'Espagne ou même en équipe du Barça, parce que ce sont des équipes qu'on voit plus régulièrement peut-être que d'autres, le petit joueur qui tripote très bien le ballon, ça on a. Par contre, on a des joueurs, on a beaucoup plus de difficultés à trouver des joueurs physiques. D'accord ? Et donc, on est amené aujourd'hui, il y a beaucoup d'entraîneurs, de clubs qui recherchent des profils beaucoup plus physiques. La France, sans être obligé de les étiqueter directement, dans ce championnat-là, on peut trouver ce genre de joueurs. C'est-à-dire, on peut trouver soit le bon défenseur central, chose qu'on n'a pas en Espagne. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, la charnière centrale de la sélection espagnole, c'est deux Français. C'est Aymeric Laporte et Robin Lenormand. Donc, c'est vous dire à quel point il y a une pénurie à ce poste-là, je dirais, chez les jeunes en Espagne. Alors, il y en a d'autres qui vont arriver, bien entendu, hein, mais au final, on est amené à aller chercher des défenseurs centraux à l'extérieur. En France, vous allez me dire, ça arrive aussi dans certains clubs. Mais il y a quand même l'équipe de France, lorsqu'on regarde, c'est quand même impressionnant parce qu'il y a des joueurs d'axe énormes. Ils ont une qualité de dingue à ce poste-là. Eh bien, ce genre de joueur-là, on ne va pas le trouver en Espagne. On va le trouver certainement en championnat de France. Pareil, peut-être pour le milieu, je dirais le milieu défensif qui est costaud, qui est physique. Athlétique. Exactement. On va le retrouver ici. Par contre, si on veut chercher un joueur technique, ça sera en Espagne qu'on l'aura. Question de Zitar sur le chat. Oui. Quelle est la différence entre bosser comme recruteur pour une agence ou pour un club ? Eh bien, pour un club, en finale, on a des critères bien précis. C'est ce que je reviens à dire, ce qu'on a dit tout à l'heure, la pièce manquante du puzzle. Pour une agence, c'est pas du tout pareil. Pour une agence, c'est un joueur qu'on va apprécier et qu'on se dit, tiens, ça peut être demain, ça peut être Girona qui va le prendre, ça peut être Valladolid, ça peut être Las Palmas, ça peut être Valence, ça peut être n'importe lequel. Par contre, lorsqu'on est dans un club, eh bien, c'est complètement différent. Là, dans le club, on va chercher le joueur qui nous manque pour la saison prochaine
ou pour les 6 derniers mois du championnat. Les clubs, justement, on va revoir ton parcours, on va dérouler tout ça. Antonio, tu démarres ta carrière de recruteur dans le club de Tottenham. C'est ta première expérience, c'est bien ça, chez les Spurs. C'est ça. Et ça se passe évidemment avec un homme qui est très important pour toi, j'imagine. C'est Damien Comolli qui te fait venir. Oui, c'est Damien Comolli. L'actuel président du Toulouse Football Club. Exactement, avec qui j'ai pris énormément de plaisir à travailler toujours. Autant ça a été à Tottenham et à Liverpool, à Saint-Étienne également, puisque j'ai bossé également avec la Saint-Étienne. Top au niveau de la méthodologie de travail, top au niveau de la communication, top au niveau de la compréhension. Je dirais que j'ai eu beaucoup de chance de connaître Damien à ce moment-là, dans le sens où je suis parti sur les bons rails. Je suis parti sur les bons rails. Bon, donc ensuite, Damien a continué, puisque Damien également était à Fenerbahçe. Et il y avait une possibilité de collaborer encore ensemble à Fenerbahçe. Ça ne s'est pas fait. Bon, et aujourd'hui au TFC, et on voit les résultats justement au TFC, quoi. Donc c'était vraiment intéressant, parce que je me suis tout de suite retrouvé dans une situation qui m'était favorable et qui me permettait de grandir également dans mon travail. Quel joueur et quel entraîneur tu contribues à faire venir chez les Spurs à l'époque ? Eh bien, aux Spurs, avec l'aide de Damien, puisque moi, je parle d'une chose, globalement, que ce soit aux Spurs, à Liverpool, à Villarreal, où que ce soit, moi, je parle toujours d'un travail d'équipe. Okay, parce que bon, c'est bien facile de dire, moi, j'ai ramené un tel, mais on dit rarement les échecs. Alors qu'il y en a un aussi, parce qu'il faut être lucide. On ne peut pas toujours avoir raison. Donc, il y a des échecs, mais c'était un travail de groupe. Et nous, par exemple, à Tottenham, tous ensemble, on a fait en sorte de ramener Juan de Ramos, à l'époque, qui était l'entraîneur espagnol, qui était à Séville, qui était très, très bon tactiquement. Et je pense que c'était un moment, justement, où on avait besoin de ça. Et effectivement, peu de temps après d'avoir ramené Juan de Ramos, on gagne la Carling Cup. On gagne la Carling Cup, mais en ce qui concerne... Et lui, après, est parti au Real, en plus. Et lui, derrière, il part au Real. Ouais. Exactement. Mais sinon, il y a eu quand même de très bons joueurs, ne serait-ce que Dimitar Berbatov, qui avait signé. Pas mal. Ouais, Berbatov, Luka Modric, entre autres. Ou Zokora, ou il y en a eu quelques-uns quand même qui étaient vraiment très, très intéressants. Et le fameux Gareth Bale. Ouais, c'est quand même Damien qui a été le chercher à ce moment-là. Et donc, comment vous fonctionnez à l'époque ? C'est-à-dire que c'est une décision collégiale, vous allez tous voir le joueur, par exemple Gareth Bale ou Luka Modric, vous l'avez tous vu à un moment donné parmi les recruteurs des Spurs ? Et alors, il faut dire que chacun avait un secteur. Donc dans mon cas, j'ai l'Espagne et le Portugal, d'accord. Donc tous les joueurs qui vont être amenés à venir, qui sont dans ces deux pays-là, eh bien doivent passer par moi. Mais bien des fois, ce que faisait Damien, il pouvait très bien nous basculer le nom d'un joueur qui était à ce moment-là en Italie, aux Pays-Bas ou ailleurs, juste pour avoir une idée. Alors je ne sais pas s'il le faisait également avec mes autres collègues ou pas. Bon, peu importe, mais il y avait une décision après qui se faisait de façon globale. Et moi, je me souviens par exemple que Damien m'avait envoyé à un moment donné un mail ou un message pour que je regarde Luka Modric sur des matchs qu'on avait pour avoir un avis supplémentaire. Parce que je pense que pour Luka Modric, il n'y avait pas besoin non plus, ça sautait aux yeux, que c'était le joueur que c'est aujourd'hui encore. Antonio, tu disais tout à l'heure que bon, il n'y a pas que des succès, il y a aussi des échecs. Oui. Qu'est-ce que tu as le plus appris dans les échecs, par exemple ? Est-ce qu'il y a un échec qui t'a fait prendre conscience de quelque chose à changer dans la méthodologie ou apprendre quelque chose qu'il fallait mettre en application derrière ? Non, en fait, il y a un élément très important au niveau du recrutement, c'est l'aspect humain, qu'on ne peut pas contrôler. D'accord ? Et vous allez avoir un exemple bien précis sur le championnat de France. À l'époque, vous preniez les Nantais. Les Nantais, à la grande époque du FC Nantes, ils marchaient du tonnerre. Lorsque des fois ils partaient à l'extérieur, en dehors de Nantes, il n'y a pas besoin de partir en Italie ou en Espagne. Mais ils quittaient Nantes et ils venaient à Paris ou ailleurs, et leur rendement était différent. Pourtant, à Nantes, c'était une merveille. Le Nantes à ce moment-là de Reynald Denouek, de Jean-Claude Chaudeau. De Reynald Denouek, je cherchais son nom. C'était juste exceptionnel. Et ils avaient des joueurs, et les Pedros et compagnie. Et c'est des joueurs qui n'ont pas toujours été aussi performants. Donc, l'aspect humain, on ne peut pas le contrôler.
Donc lorsqu'on est en train de travailler pour un club étranger, concrètement, et lorsqu'on ramène des joueurs d'un autre pays, cet aspect-là, on ne peut pas le contrôler. Alors on essaye de limiter au maximum la casse, parce que par exemple, moi, j'ai tendance à toujours vouloir rencontrer le joueur, sa femme, et passer un moment, c'est-à-dire déjeuner ou dîner avec eux pour essayer de maîtriser au maximum l'aspect humain, mais ça restera quand même un aspect qu'on ne pourra pas maîtriser à 100%. Et le garçon peut avoir des qualités de footballistique terribles, mais lorsqu'il va arriver dans un autre contexte, il va les perdre. Tu nous as parlé donc de Tottenham, on a parlé de Saint-Etienne, tu as donc également collaboré avec Damien Comolli à Liverpool, et oui. Rémi parlait d'échecs. Il y a des grandes satisfactions, Jordan Henderson, oui. Luis Suarez, mais par contre, il y a aussi Andy Carroll. Mais après, bon, bah voilà, hein, c'est ce que je vous disais. Hein, c'est à un moment donné, on peut pas toujours se mettre des médailles et dire ouais, on a ramené un tel, et ça a été. Non, il y a aussi les moments où on se trompe, on se trompe. C'est pas qu'on se trompe, parce que lorsqu'on fait signer un joueur, on a la certitude que c'est les joueurs qu'il nous faut. On n'est quand même pas dingue. Je dirais qui que ce soit dans n'importe quel club, lorsqu'on signe tel joueur ou tel autre, c'est parce qu'on sait que c'est celui-ci. Mais après, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a l'aspect humain, le facteur humain qu'on ne peut pas maîtriser. Et nous, on pensait qu'Andy Carroll, ça allait peut-être être le joueur qu'il nous fallait à ce moment-là. Eh bien non. Et pourquoi ? On ne sait pas, parce qu'il y a plein de choses qui vont venir se greffer. Vous savez, lorsque vous êtes un joueur... Wai, on en a parlé tout à l'heure. Wai, c'est le même joueur qui était à Montpellier et le même joueur qui est à Lens. Simplement, entre-temps, il y a un transfert avec un chiffre énorme et donc une attente et des expectatives qui sont multipliées par 10. Et tout le monde attend le joueur au tournant. Et si, dans les premiers matchs, tu n'arrives pas à être la locomotive que le club attend, ou être le joueur qui va être différentiel, tu vas rentrer dans une phase où tu vas douter de toi, alors que tu es le même joueur qui a 3 semaines, et automatiquement, tu vas commencer à avoir un rendement qui n'est pas le tien. Faiseur de confiance, c'est ce que disait tout à l'heure Eric Roy, notamment. Complètement. Ensuite, après Liverpool, direction l'Espagne, donc Villarreal, le sous-marin jaune. Le sous-marin jaune. Où tu contribues donc à faire venir Cédric Bakambu, on a bien compris. Ouais. Le prêt également d'Alphonse Areola super, ça. Du Paris Saint-Germain. Et je voulais que tu nous parles d'un joueur que le Paris Saint-Germain avait la possibilité de signer au moment où il a quitté Villarreal, mais qui a choisi l'Atlético. Je parle bien sûr du Ballon d'Or actuel, Rodri. Moi, j'étais fan de Rodri, mais c'est facile de le dire aujourd'hui. C'est tellement facile, mais c'est une réalité. Je dirais que tous ceux qui ont vu Rodri lorsqu'il était à Villarreal, alors ceux qui vont dire aujourd'hui qu'ils savaient qu'il allait être Ballon d'Or, c'est faux, c'est totalement faux. Mais celui qui pensait que ça n'allait pas être un joueur de foot de très haut niveau, c'est lui il n'avait pas les yeux en face de trou, parce que il transpirait le football. En plus, c'est un garçon qui a la tête sur les épaules, mais alors puissance 1000, et c'est un garçon qui a grandi au fur et à mesure, et justement, il n'a pas cherché à être beaucoup plus rapide que la musique. Il a suivi une carrière très très bien conseillée par Pablo Barquero, qui est un ami à moi, et qui lui a dit de suivre les étapes qui lui correspondaient. Il aurait très bien pu peut-être, lorsqu'il est sorti de Villarreal, peut-être aller au Barça, au Real, j'en sais rien. Il a choisi l'Atlético. Ouais, il a choisi l'Atlético parce qu'il pensait que c'était l'endroit qui lui correspondait. Et derrière City. Je pense que tout ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est pas le fruit du hasard. Bien au contraire. Et le Ballon d'Or, il est totalement mérité. Apparemment, tu disais qu'il avait la tête sur les épaules, il a la tête bien faite. Alors, dans le foot, ça se voit, mais en dehors aussi, parce qu'il a continué à passer des diplômes durant sa carrière, il me semble. Justement, quand toi, tu as pu le côtoyer de près, dans tes discussions avec lui, qu'est-ce qui te faisait dire que c'était un mec qui avait la tête sur les épaules, au-delà de peut-être son entourage ? Non, alors, j'ai pas eu l'occasion, moi, de discuter 50 000 fois avec lui. Pourquoi ? Parce que lui, il faisait sa vie au centre de formation et que moi, je voyageais, je dirais, constamment. Mais il y avait des choses qu'il transmettait. Alors déjà, la première chose, à l'heure actuelle, il n'a pas de réseaux sociaux. Il est nulle part sur les réseaux sociaux. Il n'a pas de compte Twitter, Instagram ou ceci et cela. Ça ne l'intéresse pas, lui. Il ne va pas là-dessus. Et je peux vous dire une chose, hein, des joueurs qui n'ont pas un compte Instagram ou un compte Facebook ou un compte Twitter, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, hein. Lui, il fait partie de cela. Antonio, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ouais. C'est le moment du quiz RMC Mercato. Le moment est très simple. Le fonctionnement, je te pose une question. Tu as le droit à un mot pour me répondre ou une phrase. Oula. Est-ce que tu es prêt ? Allez. Le joueur le plus célèbre que tu as recruté ? Le plus célèbre que j'ai recruté, Ribéry, quand j'étais directeur sportif à Alès. Le joueur le plus fort que tu as recruté ?
Que j'ai recruté, non, mais que j'ai vu, c'était Bojan Krikic quand il était jeune. Le joueur le plus sous-coté que tu as recruté. Que j'ai recruté, non, mais je mettrais Azpilicueta et Pedro. Le joueur le plus surcoté que tu as recruté. Il n'y en a pas pour moi, je veux pas me mettre là-dedans. Le plus gros recrutement qui a capoté. Peut-être Nani lorsqu'on est à Liverpool, à Tottenham, je veux dire, je sais pas, peut-être. Le joueur que tu rêves de recruter. Rodri. L'entraîneur avec lequel tu avais la meilleure relation. Juande peut-être. Et Marcelino, oui, quand à Villarreal, c'était du très bon travail. L'entraîneur avec lequel tu avais la plus mauvaise relation. Non. Anfield ou White Hart Lane. L'ancien. Les deux. La Ceramica ou Mestalia. Les deux. Il prend pas beaucoup de risques, Parce que c'est de très bons moments dans tous les clubs que tu viens de citer, et donc on peut pas mettre un club par-dessus un autre, ça serait dénigrant. Antonio, merci beaucoup d'avoir Merci fait à le vous. déplacement jusqu'à nous pour ce RMC Mercato spécial recruteur. On a appris plein de choses, merci. Bonne suite de Tour de France. Ouais. Et puis on reste en contact et on se dit à bientôt. Merci à vous de m'avoir accueilli ici. Merci L'émission Antonio, est à retrouver évidemment en replay sur la chaîne YouTube de RMC Sport et nous on se dit à très vite. Salut.